ce qu'il y a dans mon cœur pour Ihsan al-Khadi, pour Ihsan, je le garde dans mon cœur pour aujourd'hui. Je le garde dans mon cœur. Il faut rester lucide, il faut savoir raison garder, il faut agir, avec with composure, c'est-à-dire il faut agir avec pas recul ou distance, hein, pas recul ou distance, qu'il est ce mot. Il faut agir de haut pour obtenir la libération d'Ihsan et la libération de tous les autres détenus. Je dis bien la libération d'Ihsan et la libération de tous les autres détenus politiques. Avec libération sous le régime de la liberté provisoire, le rejugement, l'innocence, déclaration d'innocence et un dédommagement. Voilà. Pour cet aspect de dédommagement, je me décale légèrement. Je vais vous montrer quelque chose. Ici, là, Chef Aizet, conférence impact économique de Tamazirt, il y a 7 ans, hein, à la 25e minute. À la 25e minute. Ici, là. Là. Ce que vous voyez, c'est des équations mathématiques. Du moins, ce sont des équations mathématiques. C'est une modélisation mathématique de la justice. Ça prend, à partir de la 25e minute, ça prend 3 minutes. Hein. 4 minutes maximum. Je ne devais pas passer mon temps sur ça. Je ne vais pas passer 3 heures dans une conférence d'1 heure à parler de ça. Donc, ça prend maximum 4 minutes. C'est l'introduction des modèles mathématiques dans la justice en Algérie. Vous trouverez la formation des magistrats. Vous allez trouver le coût de la formation des magistrats en tamazirt et en arabe et en chinois et en pipil dans ce qu'ils veulent. OK? Et vous allez trouver la conclusion déduite à partir d'une équation mathématique sur la possibilité de rachat de la justice par les Algériens. C'est-à-dire les Algériens vont racheter la justice. Ça, c'est en 2014. Avec la deuxième constitution, s'il vous plaît, laissez-moi une fois au moins dire un mot impoli. Avec cette constitution de chiottes là, la justice a été offerte au marché. Donc vous avez la possibilité de racheter, du moins il y a la possibilité de racheter la justice par les Algériens dans la mesure où elle est rendue au nom des Algériens. Donc ça c'est un élément, ça c'est en 2014. Personnellement, là où il n'y a pas de mathématiques, je passe dessus, du moins, je passe pas dessus la littérature ou quelque chose comme ça, là. Hein. Il faut qu'il y ait de la rigueur mathématique derrière. Ensuite, ici, Algérie 8 2022, retour vers 2015. C'est juste un extrait de 40 minutes sur ce qui se tramait en 2015 en Algérie. Je vous promets de remettre, du moins que la conférence, non, c'était une analyse personnelle, hein, je l'ai faite avec mon ivresse. Une fois récupérée, elle sera mise sur Internet, hein, parce que je pense que cette présentation est dans mes documents ailleurs à Montréal, hein, quelque part à Montréal ou dans sa banlieue, parce que
Là, c'est à Cornwall, c'est Nashar. J'ai laissé une partie de mes affaires personnelles à Montréal. Je suis sûr et certain que ce message parviendra à Ihsan et à ses avocats. Je lis. Je retrouve un email pour que je cite exactement les mots. Hein, voilà. Bonjour à vous, monsieur. Je lis ici. Hein. Bonjour à vous, monsieur. Je me permets ces deux questions pour vous. Que vous dit l'arrestation du journaliste Ihsan El-Qadhi? Deuxième question. Que pourriez-vous faire en tant que... C'est un responsable, hein? C'est un responsable. Cette personne est responsable. En tant que responsable, pour creuser, fouiller, plus les motivations internationales, je dis bien les motivations internationales, qui ont poussé les généraux algériens à ordonner son arrestation. Excellente journée à vous. PS, en post-scriptum, il dit « Ihsan El-Qadhi est un intime à moi ». Donc, ça c'est un email. C'est un email que j'ai envoyé à un responsable. C'est un Français. Bon, je l'ai écrit en français, donc c'est un Français. Donc, la mise en détention, l'arrestation et la détention d'Ihsan El-Qadhi est un élément probablement assez léger, mais toujours est-il, c'est un élément dans la révision de la Constitution française qui permettrait à Emmanuel Macron de se présenter pour un troisième mandat. Ça, c'est la première élément. Donc, l'arrestation et la détention d'Ihsan El-Qadhi est un élément. Maintenant, qu'il soit lourd, léger ou semi-léger ou poids plume ou semi-lourd, peu importe, c'est un élément. C'est un élément dans la stratégie d'Emmanuel Macron pour briguer un troisième mandat en ordonnant la révision de la Constitution en France. Ça. Là. Un élément. L'email que j'ai lu, c'est un échange que j'ai eu avec un responsable français. Au départ, il a eu quelque chose. Je dis une petite friction comme ça, hein, une toute petite friction. Mais s'agissant d'un cas extrêmement grave et sérieux et qui me concerne directement, j'ai mis de côté la friction. Je l'ai senti. Je l'ai senti. J'ai continué à échanger avec lui. Dans l'échange suivant, ce responsable avait complètement changé de temps avec moi. Oh, il s'est calmé. Depuis que je lui ai envoyé cet email, c'est le blackout. Plus rien. Maintenant, dans les mots qui suivront, son silence coûte probablement, je dis bien probablement, entre 1,5 à 2 milliards d'euros que Emmanuel Macron prendra à travers les réserves de change qui ont augmenté. Je dis bien les réserves de change dont je parlerai bien, je parlerai un peu plus en détail. Hein. Les réserves de change qui ont augmenté et qui ne sont pas améliorées. D'accord. Donc,
le blackout, l'absence de réponse de ce monsieur, de ce responsable français, va valoir probablement pas loin de 2 milliards d'euros. Je dis bien 2 milliards d'euros. OK? Ce qui est extraordinaire en Algérie, des noms de généraux circulent maintenant. Des noms de généraux circulent chez les Algériens. Chez les Algériens. En Algérie, il n'y a pas d'opinion publique. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Il circule, bon ben, c'est tout le monde. Même un enfant de 3 ans connaît le général le plus pourri de l'armée française, c'est un lapsus, le plus pourri de l'armée algérienne, qui est au service de la France, là. Hein. L'enfant de 3 ans connaît le nom du général qui est plus pourri. Mais ce que l'enfant de 3 ans et l'adulte de 60 ans ou de 70 ans ignorent, c'est le nom des généraux les plus patriotes d'Algérie. Voilà. Ah, les noms des généraux circulent, etc. Des services secrets, de la sécurité militaire, de ceci, de cela, tout ça. Hein. Tout ça, ils circulent normalement. Mais les généraux patriotes algériens sont ignorés. Pourquoi sont-ils ignorés? C'est de leur faute. C'est de leur faute. Ils sont incapables de réagir. S'ils sont incapables de réagir, ils seront spectateurs. Voilà, avec le grade de général, général-major, général de corps d'armée, général de luft. Dans la reprise par la France de l'Algérie. Voilà. Donc, mais si la question centrale est là, il y a une question accessoire. À travers le cas d'Yassan, que ce soit ses avocats ou les journaux algériens ou des anonymes comme ça, aucun ne peut révéler le nom du procureur qui a requis et le nom du juge qui a condamné. En Algérie, les noms des procureurs et des juges sont devenus sont-ils des prophètes? Même les noms des prophètes, on les cite. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sidna Isa, Sidna Moussa, Sidna Daoud, c'est comme ça qu'on dit. Mais les noms des procureurs et des juges en Algérie sont impossibles à citer dans un article de presse ou dans un journal d'information. Il est impossible à un journaliste algérien d'aller interviewer un procureur ou un juge d'instruction. Bon, indépendamment du secret de l'instruction, etc. En dehors de ça. En dehors de tout ça. Il est impossible à d'anciens magistrats, des magistrats en retraite de s'exprimer en public. Comme les généraux d'ailleurs. Les généraux en retraite, ils sont incapables. Ils ont tous des médailles. Ils ont tous des pensions de retraite. Ils ont obtenu tous des avantages de la patrie qui a été libérée par Abban, par Krim, par Belmhidi, par Abbas Laro, qui a été remise. Et ils sont encore vivants. Ils sont spectateurs. Pourquoi? Ce sont eux qui ils doivent s'exprimer parce qu'un Algérien lambda, s'il s'exprime, il va être foutu en l'air, ils vont l'exploser, ils vont l'envoyer en prison. Et bien sûr, sans aucun respect des droits de l'homme, etc. Sans aucun respect, etc. Bon. Ça, c'est... truc. Donc, j'ai dit,
Si j'ai 5 minutes, si j'ai quelques minutes à la fin, je parlerai de livre de Mahdi Achachour, l'irrécupérable journal d'une figure historique. Maintenant, je vais... Ah, pour les impacts économiques de Tamazight. Ma conférence à l'Université de Montréal de 2014, il est vrai que mon débit était très rapide là. Je mettais maximum, j'avais 60 slides, j'avais 60 minutes chrono pour ma présentation, je mettais 1 minute par slide. Donc, je vous promets que si je les retrouve, je les rendrai publics. Hein, c'est-à-dire, il n'y aura pas cette histoire de droit d'auteur, copyright ou je sais pas quoi là. Hein, je les mettrai en accès libre comme ça, des étudiants pourront peut-être fouiller un peu plus, pourront creuser la mathématique qu'il y a dedans, etc. Hein, ça c'est promis. Ça c'est cette note que je vais cacher. Je vais mettre ici. Euh, Là maintenant, puisque l'élection présidentielle se confirme pour la fin de l'été, début automne, et d'une manière idiote, on vous parle de réserve de change, de l'augmentation des réserves de change à 62 milliards de dollars, des choses comme ça. Ça, c'est ne sont eux qui le disent. Hein. Maintenant, on va voir côté chiffres. Hein. On va voir côté chiffres. Je vais, ouais, côté chiffres, je vais les retrouver ici. D'abord, l'augmentation des réserves de change en termes pas triviaux, point de trivialité, en termes modestes, simples, clairs et compréhensibles par tous. L'Algérie ne produit pas de pétrole, ni de gaz. Vous êtes d'accord avec moi sur ça? Ça, c'est très facile. L'Algérie ne produit ni pétrole, ni gaz, ni diamant, ni uranium, ni or, ni argent, ni zinc, ni rien. Elle ne produit absolument rien de tout ça. Elle fait de l'extraction. Elles vont idiotement à travers les sociétés étrangères pour récupérer quelques dollars, quelques euros pour s'appauvrir en ressources naturelles et avoir plus de réserves, plus de monnaie temporaire. Ok, ça c'est la première. Les énergies fossiles, les ressources naturelles fossiles, comme le pétrole, etc., hein, sont appelées de Dutch disease, c'est-à-dire si vous vivez de ça, vous êtes atteint de la maladie hollandaise. Dutch disease, c'est la maladie hollandaise. Les Hollandais se sont éloignés du pétrole, ils ont pris leur indépendance, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, les Hollandais. Les Norvégiens, comment appellent-ils La Norvège est un pays extracteur et exportateur de pétrole. La Norvège, parmi les plus importants même. Comment ils appellent ça? En anglais, the devil's excrement. Les excréments du diable. C'est-à-dire, s'ils avaient, pendant que les Norvégiens exploitaient leur pétrole, ils faisaient de l'extraction et de la remonte, pour eux, ils disaient qu'ils se nourrissaient des excréments du diable. Voilà.
Donc se vanter d'avoir 62 ou 150 milliards ou 3 000 milliards de dollars de réserve à partir de l'extraction des ressources naturelles, il n'y a que les idiots, les stupides qui seront fiers. Voilà.